Bonjour à tous. Jean-François Métral, ingénieur agroalimentaire et docteur en sciences de l'éducation, chargé de recherche à AgroSub Dijon dans l'unité de recherche, formation et apprentissage professionnel. Alors, pour préparer cette intervention, je m'en suis tenu à l'orientation qu'avaient donné les organisateurs à ce webinaire, qui est de répondre en formation d'ingénieur aux besoins des employeurs. Ça signifie que je vais m'intéresser uniquement à la finalité professionnelle des formations d'ingénieurs, même si je suis bien conscient qu'il peut y avoir d'autres finalités. Alors comme vous le savez, l'orientation des formations d'ingénieurs vers une approche compétence n'est ni récente, ni exclusive des formations d'ingénieurs, au sens où d'autres formations ont pris aussi cette approche. Depuis les années 60, les institutions éducatives et les acteurs de la formation professionnelle initiale comme continue sont à la recherche en fait de principes qui permettraient de structurer l'ingénierie de formation en leur permettant d'atteindre les multiples objectifs parfois contradictoires qu'ils lui assignent. En fait, il s'agirait, comme le dit Bouillet-Oudot, d'établir un ensemble de références qui, au-delà des contenus d'enseignement, permettent de donner un sens aux apprentissages et de guider les choix des situations de formation. Et une de leurs interrogations récurrentes, elle porte sur la proximité que les dispositifs et les formations doivent avoir avec les savoirs, les tâches, les environnements ou encore les attentes des milieux de travail. Et elle est donc, cette préoccupation, similaire à la question qui a été posée lors de ce webinaire. Dans les années 2000, que ce soit au niveau national ou au niveau international, cet objectif il s'est traduit dans de nombreux pays par des réformes des politiques d'éducation qui ont adopté une approche des formations par les compétences. Donc, ça a été à la fois des réformes politiques et un certain nombre d'injonctions à cette approche par les compétences. Or, dans le déploiement d'une telle approche, en formation, cela pose de nombreuses questions et de nombreux problèmes pour tous les acteurs que vous êtes, qui sont impliqués dans ces constructions. Comment accéder à ce qui est essentiel dans le métier, en termes d'activité, de capacité, de qualité ou encore de connaissances? Comment donner aux acteurs, donc à vous, des éléments qui vont vous permettre d'organiser les dispositifs pour former des individus à une ou à des activités professionnelles? L'idée implicite, plus ou moins implicite et fréquente, c'est de chercher et de décrire des ressources individuelles qui seraient possédées, détenues par les professionnels et qu'ils déploieraient pour réaliser les tâches attendues. Et ça se traduit souvent sous forme de référentiels de compétences qui prennent la forme de listes de compétences, de capacités, etc., qui sont décontextualisées et qui sont souvent de peu d'utilité ou peu utilisables pour construire des situations de formation. D'autant qu'elles ne disent rien sur ce qu'est apprendre à devenir compétent et les conditions pour le devenir. Donc ça fait partie d'un ensemble de limites que plusieurs chercheurs ont pointé en matière d'ingénierie de formation professionnelle, les limites de ces référentiels de compétences lorsqu'ils prennent cette forme. Et il pointe aussi le fait que la difficulté quand on rentre dans la question des compétences en formation, c'est que souvent les formations et les institutions de formation sont imprégnées d'un modèle qui serait scolaire et très disciplinaire, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Alors en France, mais aussi dans d'autres pays, un certain nombre de chercheurs sont repartis de ce qu'est la compétence et de ce qu'est le développement de la compétence et quelles en sont les conditions. Ils ont proposé une autre approche qui est une approche par les situations. Alors cette approche, elle a été d'ores et déjà déployée dans quelques pays, notamment au Québec, mais aussi quelques pays d'Afrique. On peut penser par exemple à Madagascar, où les formations en mathématiques ont été repensées dans une approche par les situations. Et puis, au-delà de la formation professionnelle même, au Niger, c'est toute la scolarité qui a été fondée sur l'approche par les situations,
en s'appuyant sur des banques de situations de vie, des descriptions, des modélisations des situations de vie. Alors, dans cette présentation, mes objectifs, enfin, elle va se structurer en trois parties. Mon objectif premier, ce sera de vous présenter quelques éléments sur ce qui fonde l'approche par les situations en formation. Puis je vous montrerai à travers un exemple comment elle peut s'opérationnaliser, s'illustrer dans ce qu'on a appelé des référentiels de situation. Et enfin, je vous en proposerai quelques implications pour les formations d'ingénieurs que je peux y voir et sur un certain nombre d'éléments et de questions qui sont récurrentes et qui sont d'actualité pour vous, je l'imagine. Alors, l'approche par les situations, comme je vous l'ai dit, elle part de la définition de ce qu'est un professionnel compétent. Un professionnel compétent, c'est une personne qui est capable de maîtriser un ensemble de situations professionnelles et par extension de classes de situations qui sont constitutives de son emploi ou de son métier. Je reviendrai un peu plus loin sur ce qu'est une classe de situation. Alors, on note dans cette définition déjà la place centrale des situations. Et si un professionnel est compétent pour une situation, c'est parce qu'il est en mesure d'y identifier les composantes les plus pertinentes de la situation, ce qu'on appelle les variables agissantes, d'en identifier l'état, et qu'il possède des connaissances sur ces composantes et sur leur état. C'est cela qui va lui permettre, en combinant tout ça, de comprendre, de raisonner, de décider et d'agir. Et donc, la compétence, la première chose qu'on peut en tirer, c'est que la compétence, vous voyez, n'est pas un attribut de la personne. Elle dépend de la situation dans laquelle la personne se trouve. C'est pour ça qu'on dit que la compétence est située. Et d'autre part, on peut aussi dire que la compétence, elle est distribuée dans la situation, au sens où elle ne dépend pas que de la personne, mais aussi des outils, des contraintes de la situation qu'il rencontre, et qui feront qu'il ne pourra pas nécessairement s'y prendre de la même manière, et donc pas nécessairement réaliser complètement sa compétence et la donner à voir. Alors, les caractéristiques de la situation, c'est pour l'individu le fondement de ce qui va lui permettre de reconnaître dans quelle classe de situation il se trouve, et donc d'adapter ses actions à ces caractéristiques pour atteindre le ou les buts qu'il vise avec le niveau d'exigence qu'il vise. Alors, les caractéristiques des situations, les contraintes et les ressources que l'individu va y trouver vont modifier ce qu'il va pouvoir déployer et donner à voir de sa compétence, et en même temps, ce qu'on va pouvoir en évaluer de sa compétence, et encore une fois, ce qu'il va pouvoir apprendre et développer de sa compétence dans ces situations. C'est donc un élément essentiel à identifier, ce sont ces caractéristiques des situations. De fait, l'intérêt de l'approche par les situations, c'est qu'elle va nous permettre de penser la cohérence de nos dispositifs de formation à plusieurs niveaux. Les situations, elles vont constituer dans cette approche par les situations à la fois une origine, un moyen et une finalité pour la formation. On part des situations de travail, des situations professionnelles constitutives des emplois qui sont visés par la formation, et en fait, on va essayer d'identifier quelles sont les situations de travail à apprendre, quels sont les choix qu'on va faire, de manière à déterminer quelles sont les finalités qu'on vise pour la formation. On va donc essayer de déterminer dans ces situations de travail quelles sont les caractéristiques à apprendre. On va essayer aussi d'en tirer des éléments sur quelles sont les caractéristiques qui vont faciliter l'apprentissage. Une fois qu'on aura déterminé ces finalités et caractérisé les situations à apprendre, on va pouvoir les, entre guillemets, les didactiser, tirer des éléments pour construire les situations de formation, les aménager et les organiser de manière à faire apprendre les actions à déployer pour les situations de travail visées. Et on va aussi essayer d'en optimiser le potentiel d'apprentissage. Ce que ça nous donne aussi comme élément, cette analyse des situations de travail,
c'est des éléments pour construire les situations d'évaluation, dont les situations de certification qu'on pourra déployer là aussi en formation. Et donc c'est comme ça qu'on voit pourquoi les situations sont centrales, à la fois origine, moyen et finalité, dans l'approche par les situations et dans ce qu'est la compétence des professionnels et la manière de la développer. Alors, vous me direz, les situations professionnelles, les emplois d'ingénieurs, ils en comprennent des centaines et elles sont toutes différentes selon le contexte, selon l'entreprise, etc. Donc, il n'est pas possible de former nos ingénieurs à toutes ces situations. Alors, à la fois, vous avez raison, et il va falloir faire des choix parmi toutes ces situations constitutives des emplois d'ingénieurs. Mais de la même manière, finalement, que vous faites des choix quand vous construisez vos formations, quand vous choisissez les disciplines, les modules, les dominantes, leur contenu. Et donc, il n'est pas possible de préparer nos ingénieurs à tout ce qu'il faudrait savoir pour maîtriser toutes les situations des emplois d'ingénieurs. Et donc, ce que je vais essayer maintenant de vous montrer, c'est quelques repères pour pouvoir procéder à ces choix. Et l'un des objectifs de l'approche par les situations et des analyses amont qu'on peut faire des situations de travail vise à donner les éléments pour que ceux qui conçoivent les formations puissent faire des choix, mais des choix, on pourrait dire, en conscience. Alors, l'approche par les situations, donc je vous l'ai dit, un professionnel compétent, il maîtrise un certain nombre de classes de situations. Alors, on parle de classes de situations ou de familles de situations. Et donc, parmi les fondements de cette approche, il y a le fait que vous disiez que toute situation est spécifique, est particulière. Pour autant, il ne faudrait pas en déduire qu'il n'y a pas du générique dans ces situations. En effet, elles partagent un certain nombre de traits avec d'autres situations et avec lesquelles elles constituent ce qu'on appelle une classe de situation ou une famille de situations. Et ce sont ces caractéristiques, comme je le disais, qui vont permettre aux professionnels de reconnaître la classe de situation et donc d'orienter et d'organiser son action. Mais bien entendu, à chaque occurrence des situations appartenant à une même classe, chaque occurrence va être spécifique. Et donc, ça, c'est ce qu'on va désigner par la variabilité et la diversité des situations qui constituent une classe de situation. La variabilité, on pourrait dire que c'est la variation dans le temps d'une situation appartenant à une classe de situation. Par exemple, dans une fabrication, il va y avoir des caractéristiques externes des tâches à réaliser qui vont varier, même si la fabrication est très procéduralisée et très répétitive. En fabrication alimentaire, on peut citer l'exemple des variations de matières premières, mais on pourrait citer les variations de météo en agriculture, les variations d'humidité. Et puis il y a un certain nombre de caractéristiques aussi propres à l'individu qui vont varier, ce qu'on appelle les conditions internes. L'état de son corps, sa fatigue, son attention, tout ça, ça va varier et faire que la situation, même si elle se répète, n'est jamais totalement identique. Et puis, elle varie, elle est différente aussi, éventuellement d'un lieu à l'autre, d'un poste à l'autre, d'une ligne à l'autre. Pour une situation qui est pourtant apparaît similaire, on va avoir des variations. Par exemple, dans une fabrication je ne sais pas, de pâtes, vous prenez deux lignes de fabrication en parallèle qui fabriquent les mêmes pâtes, pour le conducteur de ces lignes de fabrication, elles vont être légèrement différentes, ne serait-ce que parce que les machines ne sont pas totalement identiques, elles ne se comportent pas totalement de la même manière. Donc, dans les classes de situation, il y a aussi cette diversité à appréhender, cette diversité, cette variabilité à appréhender qui fera la compétence de celui qui y agit. Et donc, une des premières implications de ce travail et de l'approche par les situations, c'est qu'il va falloir sélectionner et caractériser les classes de situations, après les avoir identifiées, bien entendu, identifier celles qui font l'emploi, après donc avoir un peu enquêté sur ces situations, il va falloir les caractériser pour pouvoir choisir celles qui seront visées par le diplôme.
Donc ça, on passera à un niveau de choix qui sera un peu plus politique, qui se fondera sur ce que vise l'école par rapport à ses diplômes, hein. Et donc, il va falloir les choisir, il va falloir, d'une certaine manière, les modéliser pour en tirer les caractéristiques les plus essentielles dans la perspective de construire les dispositifs et les situations de formation et d'évaluation. On parle là de créer la référence de la formation, c'est-à-dire de créer ce qui va servir de référence pour le dispositif global, mais aussi pour chacune des situations de formation et pour notamment leur contenu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cohérence. Cette approche par les situations permet de donner une cohérence. Certains parlent d'alignement pédagogique en formation. Ici, on peut parler de cohérence. Et donc, ça va permettre aussi d'élaborer un certain nombre d'identifier un certain nombre de conditions favorables au développement des actions compétentes pour ces situations. Et ça peut passer notamment, ça peut se formaliser à travers un référentiel de situation. Et donc, je vais vous en donner une illustration à travers un travail qu'on a fait un petit peu plus loin. Mais avant cela, comment on va s'y prendre pour construire ces références et faire ses choix? Donc, je l'ai dit, il va falloir mener l'enquête, il va falloir récolter des éléments sur les emplois occupés par vos ingénieurs, sur les principales situations qui les constituent. On peut se dire a priori, oh là là, ça va être compliqué. Mais de fait, vous avez souvent déjà beaucoup d'éléments disponibles, de données disponibles en interne, que ce soit des enquêtes insertion, que ce soit des situations que vous rapportent vos étudiants de stage, que ce soit aussi les connaissances des enseignants-chercheurs qui sont au contact d'un certain nombre de professionnels et qui peuvent en dire quelque chose, mais aussi à travers les formations continues que vous déployez. Donc tout ça, ça vous fait un certain nombre de sources qui sont assez facilement accessibles, et moyennant une analyse et une petite enquête, vous pouvez réussir déjà à identifier ces éléments sur les situations constitutives des emplois de vos ingénieurs. Et pour choisir les situations à prendre, un premier critère qui peut être utilisé, c'est de distinguer différents types de classes de situation. Alors, on peut en distinguer déjà trois. Vous avez ce qu'on appelle les classes de situation représentatives. Ce sont celles qui reviennent tout le temps, dans la grande majorité des emplois de vos ingénieurs. Et de plus, dans ces emplois, elles se reproduisent fréquemment. Un des exemples qu'on peut citer, ce sont les réunions de coordination des tâches d'une équipe, que ce soit une équipe projet ou une équipe d'un service. C'est une situation qui revient très fréquemment dans les emplois de nos ingénieurs. Un autre type de classe de situation, c'est ce qu'on appelle les classes de situation emblématiques. C'est celles qui font l'appartenance à un métier, à une profession, à un groupe, et éventuellement celles qui font l'appartenance aux ingénieurs de votre école. On pourrait dire par exemple que la gestion de projet est une catégorie, une classe de situation emblématique des ingénieurs. Et on pourrait même spécifier par exemple la gestion de projet en viticulture œnologie serait une classe de situation emblématique des ingénieurs de Montpellier Supagro. Et puis vous avez une troisième catégorie de classes de situation qui sont les classes de situation critiques. Alors elles peuvent être critiques de trois manières différentes. Elles peuvent être critiques parce que tous les professionnels ne les maîtrisent pas. Elles peuvent être critiques parce qu'elles sont difficiles à apprendre. Elles sont difficiles à apprendre, mais une fois qu'on les a apprises, peut-être qu'elles peuvent être faciles à mettre en œuvre. En tout cas, elles sont critiques par rapport à leur apprentissage. Par exemple, dans la conduite d'un projet multipartenarial ou dans la gestion de crise, ce sont des situations dont on peut penser qu'elles sont difficiles à apprendre. Et puis, elles peuvent être critiques par rapport au processus en jeu, par exemple à la réussite du processus ou à la sécurité des acteurs qui sont en présence. Alors, elles peuvent être, d'ailleurs, ces classes de situation, à la fois représentatives et critiques, à la fois emblématiques et critiques. C'est tout à fait possible. L'intérêt de caractériser les situations, les classes de situation que vous aurez identifiées comme ça, c'est que ça va vous permettre de les hiérarchiser. Ça va vous permettre de les hiérarchiser en indiquant justement celles qui sont pour lesquelles l'apprentissage va être plus exigeant, plus difficile, parce que ces situations difficiles à apprendre,
bien, peut-être qu'il ne faudra pas les mettre en toute fin de cursus de formation, parce qu'on court le risque que les élèves n'aient pas le temps de les apprendre, hein, si elles sont difficiles à apprendre. Donc ça nous donne des éléments quand même pour organiser le parcours. Et puis ça a un intérêt de les hiérarchiser, parce que ça nous permettra de déterminer celles qu'on veut qui soient maîtrisées à la sortie et celles pour lesquelles on va simplement préparer nos apprenants, nos élèves, pour la suite de leur parcours, leur donner un potentiel, mais qui ne sera actualisé que quelques années plus tard, après avoir eu un certain nombre d'expériences, de formation continue. Et c'est ce potentiel qui lui permettra à ce moment-là de maîtriser les situations visées. Et tout cela vise à donner des éléments pour que les acteurs de la construction des parcours de formation puissent étayer leur choix et le faire un petit peu moins, peut-être, entre guillemets, au doigt mouillé, ou en tout cas en, en contrepartie ou en contrebalançant un certain nombre de contraintes propres à la mise en place de ces systèmes, enfin de ces dispositifs de formation. Alors je vais vous montrer une illustration de ce qu'on a fait il y a maintenant une dizaine d'années avec des collègues de l'enseignement supérieur agronomique. Un travail que peut-être un certain nombre d'entre vous. On a fait il y a une dizaine d'années, nous avons mené une recherche-action avec des collègues de l'enseignement supérieur agronomique, dont un des objectifs était de voir ce qu'il était possible de dire de ce qui est attendu d'un diplômé de l'enseignement supérieur agronomique. Et pour ça, nous nous sommes appuyés sur des données tirées de la validation des acquis de l'expérience, des dossiers de candidats au diplôme d'ingénieur de plusieurs de nos établissements, et puis l'évaluation de ces dossiers que faisaient les jurys, l'évaluation des dossiers et de la présentation orale des candidats. À partir de ces éléments, nous avons essayé de construire un référentiel de compétences situées de l'ingénieur de l'enseignement supérieur agronomique. Et donc, à partir de ces données, en fait, nous avons réussi à identifier une dizaine de classes de situations. Alors, bien entendu, pas exhaustives, ni même représentatives de toutes les écoles de l'ESA et de vos écoles spécifiquement, hein, mais en tout cas, identifier une dizaine de classes de situations dont la maîtrise peut être attendue à la sortie de nos écoles. Parmi ces classes de situation, nous en avons caractérisé 6, vous les avez là à l'écran. Alors vous ne serez pas surpris de trouver des situations liées à la conception de projet et à la conduite de projet plus exactement, des situations liées à la gestion des ressources humaines, et puis une situation liée à la gestion de la qualité. Alors il y en avait 4 autres, hein. Il y avait des situations liées à la gestion de la production, des situations liées à la gestion administrative et financière, un peu plus transversales aux autres, hein, puisqu'elles pouvaient à la fois concerner la gestion de production, la gestion de projet, ou même la gestion d'équipe. Des situations liées à la conduite d'une activité de conseil et de vulgarisation, et puis une autre classe de situations qui était l'élaboration et la conception et la mise en œuvre d'une stratégie commerciale. Donc ces 4 dernières, on n'a pas pu les caractériser parce qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments dans les données qu'on avait récupérées. L'implication de ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est qu'un des travaux d'élaboration d'un référentiel de situation, c'est de mettre à jour les éléments caractéristiques de ces classes de situation qu'on vient d'identifier. Or, nous avons donc cherché à le faire à partir de ce que présentaient les candidats, de ce qu'en disaient les jurys quant à ce qu'ils s'attendaient à trouver et à ce que le candidat prenne en compte pour agir avec compétence. Et c'est cela qu'on a essayé de reconstruire et que je vais vous donner à voir maintenant, hein. Ces éléments les plus importants des classes de situation, les variables les plus essentielles, sur lesquelles un professionnel efficace s'appuie pour guider son action. Un premier exemple, une première partie de l'illustration, c'est que nous avons cherché parmi ces éléments quels étaient les buts de ces situations, de ces classes de situation. Par exemple, dans la conduite d'un projet innovant, nous avons pu définir un certain nombre de buts qui caractérisent cette classe de situation. Nous avons aussi
pu déterminer un certain nombre d'éléments qui justifiaient de retenir cette formation, cette classe de situation pour nos formations. Notamment dans le cadre de la conduite d'un projet innovant, à la fois elle réunit la conduite de projet avec l'aspect innovation, qui sont des éléments assez emblématiques du rôle de l'ingénieur, si on va voir dans la bibliographie par exemple. En plus, on peut considérer qu'elle est critique parce qu'elle associe la complexité de la conduite d'un projet avec celle de l'innovation, pour laquelle ça implique la non-existence d'un certain nombre d'éléments. Et enfin, on a essayé de caractériser aussi un certain nombre d'éléments liés à la diversité des situations qu'on pouvait rencontrer dans différents contextes relatives à la conduite d'un projet innovant. Et par exemple, cette diversité, elle peut prendre la forme de conduite d'un projet de recherche dans un organisme de recherche publique, mais aussi de conduite de projets de recherche et développement dans le secteur agricole, dans des centres techniques par exemple, ou encore de la conduite d'un projet d'innovation dans une entreprise agroalimentaire. Et on voit qu'on va avoir des variations dans les caractéristiques spécifiques de chacune de ces situations, de la même classe de situation. On a donc essayé aussi de caractériser le rôle qui était attendu de nos ingénieurs. Par le rôle, on entend le périmètre des tâches qu'ils ont à y réaliser, à remplir, qu'on s'attend à ce qu'ils remplissent, par opposition à un certain nombre de tâches qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils remplissent d'ailleurs. Et puis on a essayé de caractériser la responsabilité et l'autonomie d'un ingénieur dans cette classe de situation. Et par exemple, pour celle qui nous concerne, on voyait que l'ingénieur dépendait toujours d'un supérieur hiérarchique à qui il rendait des comptes et éventuellement faisait valider ses propositions, que parfois cependant il conduisait son projet en autonomie jusqu'à remettre les résultats aux commanditaires, même s'il était accompagné par des comités de pilotage par exemple, et enfin que sous sa responsabilité il avait pratiquement tout le temps une équipe de techniciens, voire une équipe d'ingénieurs qu'il devait coordonner. Enfin, comme je le disais, on a cherché à identifier les caractéristiques sur lesquelles, que les candidats prenaient en considération lorsqu'ils agissaient, en tout cas celles que les candidats prenaient ou ne prenaient pas, mais que les jurys s'attendaient à ce qu'ils prennent en compte dans les situations pour y agir avec compétence. Et donc on l'a formalisé sous la forme d'un schéma. Alors bien entendu, ça peut prendre d'autres formes, hein. Le schéma n'est pas forcément lisible, mais je pourrais vous faire passer les documents correspondants, si vous le souhaitez. Et donc, on y voit ici un certain nombre d'éléments qui apparaissent, hein. Vous voyez les acteurs présents, ici bien entendu notre ingénieur au centre, hein, avec un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres, mais qu'il doit considérer dans sa manière d'agir, et puis des caractéristiques des autres acteurs présents, des caractéristiques des objets du projet et du projet lui-même, des caractéristiques de sa structure employeuse qu'il doit prendre en considération, et puis on y retrouve aussi sur ce schéma les buts qu'il doit prendre en considération, cet animateur, et d'autres éléments présents dans la situation. Et donc, c'est ça qu'on a cherché à formaliser, et dont il me semble que ça peut aider à concevoir des situations de formation et des situations d'évaluation, par exemple ici, quand on vise l'apprentissage de la conduite d'un projet innovant. Au passage, ce que montre le travail que nous avons réalisé avec les données issues de la VAE, c'est que vous avez là une autre source possible de renseignements, de données sur ce que sont les situations attendues comme maîtrisées par vos ingénieurs. Et outre celles que j'avais données tout à l'heure, hein, il y a bien entendu aussi les visites et les entretiens avec les ingénieurs que peuvent réaliser vos étudiants parfois. On a parlé des enquêtes insertion, on a les séances de retour de stage. Et puis, on peut ajouter que le conseil de perfectionnement de vos formations peut jouer un rôle et peut devenir un lieu où sont discutées, validées ces situations professionnelles de référence que vous identifiez. Alors, je voudrais maintenant qu'on en vienne à quelques implications pour les formations d'ingénieurs. Au premier rang desquelles, la place des savoirs. C'est une question récurrente
Parce que dans cette approche par les situations professionnelles et dans l'approche compétences en général, ça pose question et souvent les enseignants qui sont au départ disciplinaires s'interrogent sur réellement qu'est-ce qu'ils vont faire de leur savoir disciplinaire. Alors dans cette approche, si les situations professionnelles sont premières, ça n'exclut pas du tout les savoirs. On pourrait même dire que ces savoirs, ils reprennent en fait toute leur place dans la formation. Mais évidemment, ça les repositionne, ainsi que les disciplines, au moins les disciplines technico-scientifiques. Car les situations ne sont pas disciplinaires. Pour autant, comme le montrent les éléments qu'on avait tirés de l'approche de l'analyse des jurys, les jurys y recherchent des connaissances, des savoirs dans les situations qui leur sont présentées par les candidats à la VAE. Par exemple, ici, on voit comment ils recherchaient la capacité du candidat à mobiliser des connaissances pour expliquer les phénomènes, les processus, argumenter ses choix. Et donc ça nous avait permis, pour les différentes classes de situations, d'identifier quelles étaient les connaissances attendues, attendues par les jurys, les connaissances qu'on s'attendait à ce que les candidats mobilisent pour ces situations. Notez au passage qu'ils recherchaient aussi d'autres éléments, hein, les jurys de compétences, par exemple des capacités de synthèse, des capacités de communication, mais qu'ici on était bien non pas sur des compétences génériques, transversales comme on dirait aujourd'hui, mais sur des compétences très situées, puisqu'on recherchait dans cette situation de conduite d'un projet innovant, quelles étaient les capacités à présenter, à argumenter des actions, mener ou à mener, la capacité à vulgariser, ou encore la capacité à synthétiser un certain nombre d'éléments essentiels pour en tirer une réflexion pour le projet. Donc on avait vraiment une caractéristique très située de ces compétences. Alors, ces savoirs, ils prennent une place spécifique dans les situations et importante, hein, comme je le disais. Et on peut distinguer deux types de connaissances. On peut distinguer des connaissances qui sont issues des savoirs appris ou transmis sur le plan professionnel, donc partagés par les professionnels. C'est ce qu'on appelle les connaissances pragmatiques et les concepts pragmatiques. Et puis on peut les distinguer de celles qui sont issues de notre propre expérience. On a inféré un certain nombre de choses, on a abstrait un certain nombre de choses, de propositions tenues pour vraies sur le réel, qui peuvent être totalement fausses, qui en tout cas sont limitées aux situations qu'on a vécues, et donc qui présentent un certain nombre de limites. Donc les savoirs qui sont mobilisés pour agir ne sont pas seulement issus des savoirs disciplinaires. De fait, l'implication pour la formation, c'est qu'il va falloir favoriser l'appropriation des savoirs qu'elle enseigne par les élèves, leur appropriation, en vue de leur mobilisation pour les situations professionnelles visées. Hein. Et pour cela, on gagne à les présenter en formation par leur caractère outil, c'est-à-dire par leur mobilisation dans un certain nombre de situations, de tâches, de problèmes relatifs aux situations professionnelles visées. Mais en contrepoint, si on ne veut pas favoriser la construction de savoirs qui soient très très situés et spécifiques des situations dans lesquelles on les a fait apprendre, alors il faut aussi avoir des temps où on va prendre ces savoirs et les présenter par ce qu'on appelle leur caractère objet, c'est-à-dire sous des formes un peu plus décontextualisées, dépersonnalisées et atemporelles. C'est ça qui va permettre ensuite aux professionnels de réutiliser ces savoirs qu'il a appris dans un ensemble de situations plus vastes appartenant à la classe de situations dans lesquelles on les aura travaillées. Et donc ce qu'on va essayer de mettre en place dans la formation, c'est un mouvement qui va aller à la fois
à partir de la mobilisation de savoir en situation vers une sorte de généricisation, de généralisation, ce qu'on appelle l'institutionnalisation des savoirs. Et puis en sens inverse, à partir des savoirs un peu décontextualisés, on va essayer de mettre en place des conditions pour qu'il y ait une pragmatisation de ces savoirs. Et donc c'est ça qu'on appelle la dialectique outil-objet du savoir. Alors, il y a éventuellement une difficulté pour ce qui concerne les savoirs issus des disciplines scientifiques de recherche. C'est qu'au départ, ils ont été élaborés pour résoudre des problèmes, répondre à des questions, des situations qui sont propres à la discipline de recherche. Or, souvent, on va les transposer directement dans une discipline d'enseignement pour les enseigner directement, même si on les simplifie, on les transforme un peu pour qu'ils soient enseignables et apprenables par les étudiants. Mais la question, c'est est-ce que les questions, les problèmes pour lesquels ils ont été conçus correspondent aux questions, aux problèmes, aux situations qui relèvent des situations professionnelles visées par la formation? Et ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous montrer maintenant. Par exemple, si on prend la recherche en génie alimentaire, elle est élaborée pour construire des savoirs, pour la conception et l'optimisation des procédés de fabrication alimentaire. Elle a été conçue par des ingénieurs pour des ingénieurs. Quand on la transpose en formation, dans la discipline génie alimentaire pour la formation d'ingénieurs, eh bien, elle va être enseignée pour servir des situations professionnelles de référence qui peuvent être l'ingénierie des procédés de fabrication. Et là, on voit qu'il y a une cohérence, une correspondance entre les situations initiales travaillées en recherche et celles qui vont servir de référence pour la formation. Et donc, il est possible, il devient plus facile de l'enseigner sous forme de savoir-outil et plus facile qu'il y ait une pragmatisation pour nos apprenants. Par contre, si on place la même chose, s'il se passe la même chose pour le génie alimentaire en brevet de technicien, sciences et technologies des aliments, le problème, c'est que la situation professionnelle principale qui est visée par cette formation, c'est la conduite de la fabrication des aliments. Or, des savoirs conçus pour concevoir et optimiser les procédés ne seront que très partiellement appréhendables en tant qu'outils pour conduire les fabrications, et donc pragmatisables et appropriables par les apprenants futurs professionnels. L'implication, c'est qu'il faut se méfier des transpositions didactiques hâtives vers la formation de savoirs qui sont élaborés par des disciplines de recherche. Alors, une autre difficulté qui se pose quand on développe une approche par les compétences, c'est l'évaluation des compétences. Dans l'approche par les situations, bien entendu, l'implication, c'est que pour évaluer une compétence, il y a nécessité d'en passer d'une façon ou d'une autre par l'activité en situation des individus. Et c'est ce qu'illustraient à merveille les jurys de VAE quand ils analysaient les dossiers. Ils s'appuyaient sur ce qu'on leur apportait de l'activité déployée pour ces situations par les candidats. Mais au-delà de la VAE, ça implique donc en formation, pour évaluer la compétence, il va falloir placer l'individu dans une ou plusieurs situations. Il va falloir que ces situations partagent d'ailleurs un certain nombre de traits communs avec la situation qui est visée. Il va falloir aussi en passer par un recueil d'éléments sur l'activité de l'individu, soit une observation directe ou indirecte, sur la base de traces écrites ou orales, et surtout ne pas se limiter au simple résultat de l'action, à ce qui est produit, ou à sa part observable. Parce que comme on l'a vu, il y a tout un tas d'éléments qui guident l'action, qui guident les raisonnements, et c'est cela qu'il va falloir que la situation d'évaluation donne à rendre accessible, on pourrait dire. On peut aussi ajouter que pour être un peu efficace, l'évaluation des compétences, elle doit être outillée, et donc elle doit s'appuyer sur des référentiels et des grilles de critères. Or, souvent, quand on veut évaluer les compétences, on a des grilles de critères assez imprécis, souvent éloignées de ce qu'est la réalité du travail et de ce qu'il faut réellement prendre en considération
pour agir avec compétence et donc pour évaluer la compétence des personnes qu'on évalue. Faute de quoi, en l'absence d'outils, eh bien, les évaluateurs vont recourir à ce qu'ils connaissent, leur propre modèle de ce qu'est l'activité et la compétence, et parfois même ça va se tourner vers l'évaluation carrément des personnes plutôt que du travail. Ainsi, quand on avait analysé les données issues de la VAE, on avait pu reconstruire un certain nombre de critères et d'indicateurs utilisés par les jurys pour évaluer la compétence, pour évaluer la compétence des candidats qu'ils avaient sous les yeux. Notons aussi qu'un intérêt et une nécessité va aussi être de déterminer quel est le niveau de compétence qu'on vise à faire atteindre à nos apprenants. Il y a différents niveaux possibles, et là je m'appuie sur un texte de Gérard Vergniaud. Il y a un niveau de compétence qui peut être que, eh bien, il sait faire quelque chose de plus qu'il ne savait pas faire, ou de plus qu'un technicien par exemple. Donc c'est un premier niveau de compétence. Il sait s'y prendre d'une meilleure manière, soit parce qu'il est plus rapide, c'est plus fiable, c'est plus économe, voire c'est plus élégant. Il dispose de ressources alternatives qui lui permettent d'utiliser des procédures différentes et de s'adapter un peu plus finement aux différents cas de figure, ou encore il sait se débrouiller d'une situation nouvelle, d'une catégorie qu'il n'a pas rencontrée auparavant. Donc vous voyez qu'ici on a des éléments pour déterminer un niveau de compétence et déterminer ce qu'on veut faire atteindre à nos étudiants. Alors, une autre implication de l'approche par les situations et un autre intérêt, c'est aux stages en formation. En effet, pour les stages en formation, l'intérêt de l'approche par les situations, c'est qu'elle va permettre de penser la place des stages au regard des finalités de la formation. En caractérisant les situations professionnelles visées, ça nous donne des éléments pour penser les caractéristiques des stages qu'on veut donner à vivre à nos apprenants, leur cadrage au regard des finalités de la formation. Par exemple, ça va nous permettre de concevoir les différents stages au cours de la formation, les différents stages qu'on veut donner à vivre aux apprenants. Ça va nous permettre aussi de les guider dans les choix possibles des situations auxquelles ils auraient accès pour leur stage. Ça donne aussi des éléments pour articuler les stages avec les autres situations de la formation. Par exemple, pour optimiser le potentiel d'apprentissage des stages, on va pouvoir envisager qu'est-ce qu'il convient de positionner avant ces stages, quelle situation de formation il faut positionner avant, quelle situation on fera au retour du stage, on mettra au retour du stage, voire quel accompagnement on mettra en parallèle du stage. Ça donne des éléments aussi, donc, comme je disais, pour les étudiants pour cadrer le stage dans leur choix, pour les maîtres de stage pour savoir les situations qu'ils doivent donner à vivre aux étudiants, et pour les tuteurs de stage qui accompagnent les étudiants, donc les tuteurs de l'école, hein, ça leur donne des éléments pour savoir discuter avec l'étudiant et le maître de stage sur les situations qui ont été données à vivre et les éléments qui ont été pris en considération. Donc tout ça contribuant à optimiser et à améliorer le potentiel d'apprentissage de ces situations de stage, hein, dont on sait que d'abord on n'apprend pas forcément très bien et on apprend lentement lorsqu'on agit en situation, donc en stage, si on laisse les élèves livrer eux-mêmes, on apprend même pas forcément très bien de ses erreurs, on apprend de ses erreurs mais à certaines conditions. Et donc, ce qu'une personne peut faire ou apprendre, elle va dépendre des tâches qu'elle y accomplit et des ressources et contraintes à sa disposition dans la situation. Une question très d'actualité, c'est la question des compétences transversales. On a dit que toute compétence est située. Elle ne se réalise, se développe, s'évalue en référence à une situation. Donc, du même coup, on pourrait dire qu'il n'existe pas de compétence qui soit transversale, ou plutôt, une compétence, elle ne va être transversale et transférable qu'uniquement vers les situations qui partagent des traits communs avec celles dans lesquelles on l'a apprise. Autrement dit, la transversalité d'une compétence, elle va se travailler en jouant sur la variabilité et la diversité des situations qu'on va donner à vivre aux étudiants, situations d'une même classe, éventuellement en les travaillant dans des classes de situations différentes, mais qui partagent quelques traits communs,
ou en travaillant sur ce qu'on appelle des classes de situation plus génériques, hein. Par exemple, on pourrait passer, on pourrait, dans l'exemple que je cite là, hein, travailler la capacité de diagnostic dans une situation où on a un diagnostic économique à faire, puis dans une situation où on a un diagnostic agronomique, une autre situation différente dans laquelle on a un diagnostic agronomique, un diagnostic organisationnel, et puis à la fin, dire, eh bien, en année 3, on va travailler sur une situation un peu plus générique, qui est une situation dans laquelle on a réalisé un diagnostic global d'une entreprise. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la transversalité, elle n'est pas quelque chose qui est général pour toutes les situations. C'est pas parce que je sais communiquer et être orateur devant un public de DEVE, par exemple, que je serai capable de communiquer avec mes enfants ou dans d'autres circonstances de la vie. Pareil pour les soft skills et les savoir-être. Puisque la compétence est située, nos soft skills, nos savoir-être sont transférables uniquement vers les situations qui partagent des traits communs avec celles dans lesquelles on les a apprises. L'illusion selon laquelle ces soft skills, ces savoir-être seraient transversales, elle est probablement liée au fait qu'on les a apprises dès la plus jeune enfance, dans une multitude de situations sociales différentes, en famille, à l'école, pour nous au travail, voire dans le sport, hein. Et donc on les a généralisés, on en a généralisé un certain nombre de traits communs et d'implications pour la manière d'être et la manière de se comporter dans ces situations. Mais si vous placez un jeune Français dont vous estimez qu'il maîtrise ses savoir-être comportementaux dans les situations de notre contexte et même dans les situations professionnelles, vous le placez dans un environnement culturel décalé, par exemple en Asie du Sud-Est ou au Japon, où les attendus sociaux en termes de comportement sont très différents. Pas sûr qu'il paraisse aussi compétent et à mon avis, il aura besoin de, euh, s'adapter, d'un temps d'adaptation. Et donc, le simple passage parfois d'un univers de formation à un univers professionnel ou d'un univers professionnel à un autre peut entraîner ce genre de décalage. Par exemple, une jeune ingénieure nous racontait qu'elle avait été formée à l'agroalimentaire et elle s'était retrouvée en cuisine, en restauration collective face à des cuisiniers. Eh bien, elle nous racontait que ça avait fait des étincelles et qu'elle s'était fait mettre dehors de la cuisine parce qu'elle n'avait pas su respecter un certain nombre de codes, de règles, de comportements à avoir pour les cuisiniers. Un autre point qui nous intéresse, alors M. Gamard y reviendra plus largement dans sa conférence, hein, mais c'est que les situations de référence que vous aurez identifiées, elles pourraient constituer une base intéressante pour construire des blocs de compétences en tant que constitutifs d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice d'une activité pour une situation, pour le coup. Et donc, les situations, elles pourraient constituer une base pour la construction, en tout cas pour la réflexion dans la constitution des blocs de compétences de vos formations. Alors, pour terminer, dans l'ingénierie de nos formations, de nos diplômes, on a souvent tendance à négliger ou à limiter la réflexion sur les principes qui doivent organiser la cohérence entre les finalités, les situations de formation et d'évaluation, leur organisation et leur contenu. Et l'intérêt de cette approche par les situations, c'est qu'elle permet de définir un certain nombre de principes qui permettent de structurer, de penser ces cohérences. Et notamment les cohérences, comme vous le voyez, vers le haut du document externe, les cohérences vers les situations professionnelles visées, et puis les cohérences plus internes entre différentes situations de formation proposées, les cours, les TP, les stages, entre les situations de formation et les situations d'évaluation, entre des contenus des situations de formation et d'évaluation, les tâches, les savoirs, les raisonnements, entre ces contenus, voire aussi un élément important, c'est la cohérence temporelle qui va permettre la progressivité des apprentissages. Alors, bien entendu, le déploiement de cette approche n'est pas forcément facile parce qu'il va se heurter aux discours et aux manières de penser les plus courantes concernant la compétence,
concernant la formation, la place des savoirs. Parce qu'aussi elle doit intégrer un certain nombre d'autres contraintes liées aux structurations de nos écoles et par exemple aux structurations disciplinaires, comme je le disais en introduction, ou aux obligations de service. Mais en tout cas, dans les quelques expériences que j'ai pu avoir concernant le déploiement de cette approche, par exemple dans l'élaboration de nos parcours d'apprentissage à AgroSup ou dans l'élaboration de la formation des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement du ministère, on voit comment l'introduction de cette approche par les situations éclaire les acteurs en présence, les aide à penser les choses, à faire les choix, et l'ingénierie leur semble plus facile. Et puis, elle les amène à se questionner. Je crois que c'est Benoît Esric qui va en parler. Elle les amène à se questionner sur ce qu'ils mettent en œuvre dans leurs enseignements, sur les modalités d'enseignement qu'ils proposent. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'approche par les situations. À la suite de ce diaporama, donc, vous trouverez, je vous enverrai les réponses aux questions, et puis vous trouverez un certain nombre d'éléments bibliographiques qui fondent cette approche par les situations. Je vous remercie de votre attention, et puis à très bientôt, je l'espère.